Bonjour Émilie, Bonjour Estelle, ravie de t'avoir avec plaisir ici pour cette interview sur ton nouveau projet chorégraphique dont on va parler ensemble. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Eh ben, je m'appelle Émilie Chanrian, je suis danseuse et photographe et du coup je suis chorégraphe pour des clips de danse, notamment L'Enfer que j'ai déjà fait l'année dernière avec 40 danseurs et là cette année Imparfait, donc, qui est un autre projet chorégraphique aussi. Dont on va parler. Exactement. Yes. Si je t'interdis de me dire ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens, comment tu me réponds à la question « Qui es-tu, Émilie ?» Ah waouh. Je dirais que je suis je suis une personne passionnée qui aime beaucoup l'art en général et qui se donne à fond dans ce qu'elle va faire et qui a plein de valeurs et du coup qui est un peu têtue là-dessus. Quel type de valeurs? Tu penses à quoi? Je pense... C'est super dur de les dire du coup. Allez, juste deux. La valeur, je sais pas, je pense du travail déjà, du fait de travailler pour y arriver. Et la valeur surtout d'être toujours empathique, d'être toujours là pour les autres et de toujours faire attention aux gens autour de soi. Ouais. Du coup, tu le disais, l'an dernier, tu as fait ton premier gros projet, on va dire. On t'avait déjà vu dans quelques vidéos de danse que tu avais géré à titre perso. Là, tu as entrepris quelque chose quand même d'assez gros. 40 danseurs à peu près, je crois, tu disais. Donc sur le son de Stromae et L'Enfer. C'est ça. C'était il y a un an. C'était il y a exactement un an. Ouais, c'est ça, en avril 2022. C'est ça, il est sorti le 1er mai 2022. Okay. Donc raconte-nous déjà sur ce premier projet-là, ce que tu avais comme intention à ce moment-là, ce que tu voulais raconter au travers de ça. Qu'est-ce qui t'animait là-dessus? C'est un projet que j'ai fait complètement sur un coup de tête. J'ai toujours rêvé depuis que je suis petite de faire quelque chose de ce genre-là. Dans le sens que parfois quand j'écoutais des musiques, j'avais des images bien précises qui me rentraient dans la tête avec des scénographies, des danseurs, des styles, plein de choses comme un genre de rêve mais éveillé. Et L'Enfer, ça arrivait dans une période un peu triste de ma vie où je venais juste d'arrêter l'université parce que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas et où j'étais en pleine réflexion sur qui j'étais et où est-ce que je voulais aller et est-ce que j'avais choisi la bonne orientation. Donc c'était un peu dans une période, du coup, comme dit Stromae, de dépression, dans le sens que je voulais plus sortir, je voulais exactement ce qu'il décrit dans sa chanson. Et du coup, en l'écoutant le jour où elle est sortie, je me suis directement plongée là-dedans et j'ai vu directement ces images. Et je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un gros projet pour pouvoir me sortir justement de cet état d'esprit et essayer aussi de me prouver à moi-même que j'en étais capable et j'étais capable d'aller plus loin que ce que je pensais. Et c'était aussi une manière pour moi de me dire, je ne me suis pas trompée d'orientation et je sais où je vais et je peux y aller. L'année dernière, tu étais déjà sortie du contexte de l'université ou ouais. En fait, j'ai fait 2 mois à l'université, donc en soi, rien du tout. C'était pas une période hyper cool de ma vie. Ça allait ni trop au niveau ami, ni trop au niveau amour, ni trop au niveau études. Donc vraiment une vraie transition. Exactement. Mais quand justement, dans cette période, il y a toujours un grand questionnement qui se passe dans ma tête. Je suis jamais au fond du trou à ne plus pouvoir penser, mais justement, je pense tellement qu'il faut que j'extériorise tout ça. Et le projet, c'était vraiment le meilleur moyen d'extérioriser. Tu cherches un sens à quelque chose ? Dans ce projet-là ? En tout cas, non, dans ces moments-là de réflexion, où quand tu dis je me laisse jamais totalement sombrer, je suis toujours animée par des choses. Oui, j'essaie toujours de trouver un sens à chaque chose, de me dire que si c'est arrivé, c'est pas pour rien, que ça me permet d'en tirer une leçon et d'aller après plus loin sur la suite. C'est
pour moi, chaque mauvaise expérience est une chance à avoir pour l'évolution. Donc, une espèce de rédemption finalement. Ouais. Donc, l'enfer, c'était ça. C'était le cas. Ouais. Tu l'aurais sûrement peut-être d'ailleurs pas fait en étant pleinement investie dans des études. Totalement pas. Si j'avais été épanouie dans mes études, épanouie dans ma vie, c'est horrible à dire, hein, mais je pense pas que je l'aurais fait. C'est ça, parce que j'aurais pas eu toutes ces pensées-là et j'aurais pas eu besoin d'extérioriser. Ouais. À ce moment-là, donc tu as les images assez nettes en tête, comme si tu voyais le film et le résultat final. Exactement, c'est ça. Comme une vraie visualisation finie. Donc tu voyais déjà les premiers temps, c'est des petites images qui me viennent comme ça. Je sais pas, du coup pour l'enfer, je savais que c'était une usine un peu désaffectée que je voulais. Je savais que je voulais beaucoup de danseurs sur le projet. J'avais déjà cette idée de la peinture noire qui me touche et qui me transforme au fur et à mesure. Et en fait, à partir de là, j'ai pris mon petit cahier bleu, comme je l'appelle. le cahier de rêve chorégraphique. Exactement. Et après, en fait, je note au fur et à mesure mes idées, avec ensuite les styles de danse que je veux, les personnes que je veux aussi. Et après, et le puis processus est enchanté. Ouais, c'est ça. À cette époque, l'an dernier, tu as quel âge là, à ce moment-là À ce moment-là, je venais juste d'avoir 18 ans. Ça t'inspire quoi quand tu portes ce regard sur toi et que tu te dis je n'ai que 19 ans aujourd'hui, j'ai déjà fait ces projets-là, j'ai plein d'idées, on va en parler. Est-ce que tu portes un regard fier, admiratif sur ça déjà ? Pour être honnête, pas vraiment, dans le sens que, en fait, pour moi, l'âge n'a jamais été une barrière, dans le sens que je me dis que peu importe l'âge que tu as le droit de faire exactement ce que tu veux. C'est pas parce que tu en as 15 ou parce que tu en as 30 que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Donc déjà, c'est une barrière en moins. Ouais. Mais il y a quand même une histoire de légitimité quand le projet sort et que les gens le voient. C'est est-ce que j'étais vraiment légitime de le faire ? Pas forcément par rapport à mon âge, mais plutôt par rapport à l'expérience que j'avais. Ouais. Tu as eu peur au moment de la sortie plus qu'au moment de la réalisation. Exactement. Ouais. Surtout l'enfer. En plus, l'enfer, c'est vraiment sur un coup de tête que c'est venu et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, si ça allait marcher. J'étais vraiment dans un sens de vraiment one life. Je tente. Expérimentation. J'ai toujours rêvé de faire ça et on verra bien où ça me mènera. Mais j'étais pas juste dans l'optique que ça allait marcher, que beaucoup de gens allaient le voir, ni que les gens allaient l'apprécier. Ouais. C'était vraiment... Là, pour le coup, l'enfer, c'était vraiment un projet pour moi. Ouais. Qui parlait du coup de moi et auquel quand même les gens pouvaient s'identifier. Plus un moyen d'expression à un moment de ta vie, mais il n'y avait pas de but véritablement. Non, du tout. Tu étais peut-être justement décorrélée de tout enjeu, de toute forme de pression d'un objectif particulier, donc forcément c'est plus léger. Exactement. Et c'est peut-être qu'après, comme tu dis, que... j'étais tellement détente que les chorés, parfois je les créais sur le moment pendant les répètes parce que je me disais... j'expérimente des choses, c'était vraiment dans le sens test, brouillon et pas du tout pour réussir quelque chose. Presque comme si tu avais été en résidence avec ta compagnie c'est et ça. que tu avais créé au fur et à mesure. Exactement, c'est ça. En combien de jours d'ailleurs tu as monté tout ça, tu as prévu tout ça Oula, ça c'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait très rapidement l'enfer par rapport à Imparfait qui a été beaucoup plus long. L'enfer ça s'est fait en 2-3 mois à peine. Un mois où j'ai vraiment peaufiné les choses dans ma tête, où j'ai appelé les gens. Un mois où on a fait les répétitions directement, en fait, ça s'est tout suivi. Et après, il y a eu le tournage et c'est allé très vite. Le tournage en lui-même, c'était quoi, plusieurs jours ? Non, c'était un seul jour. Un jour, on avait fait, je me rappelle, 7h30, 17h. Ça a été hyper rapide à tourner, mais intense, c'est sûr. Mais ouais, c'était l'une des plus belles journées de ma vie aussi. Génial. Et tu as eu cette sensation justement que tu avais réussi à... délivrer et livrer exactement ce qui t'animait à l'intérieur quand tu as vu le résultat. Exactement. C'est comme si j'avais tellement mis toutes ces idées noires, on va dire, dans ce projet, que quand j'en suis ressortie, j'étais bien, en fait. C'était comme une thérapie. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Est-ce que tu as constaté ça, le côté bénéfice presque thérapeutique ? Parce qu'on dit souvent que quand on est parfois en situation un petit peu déprime ou qu'on a les idées noires, c'est aussi qu'on peut manquer de créativité. C'est tellement quelque chose d'essentiel à notre vie. La page blanche, c'est horrible. Pour un artiste, c'est terrible.
Et c'est pour ça qu'un peintre, quand il va mal, il a besoin de peindre. Et une danseuse, du coup, quand elle va mal, elle a besoin de créer aussi quelque chose. Complètement. Mais quand t'as la page blanche, j'imagine même pas ce que ça doit être. Parce que tu peux même... Enfin, t'as des idées à l'intérieur de toi, mais tu peux pas les exprimer. Et ça doit là, c'est sorti. Là, c'est sorti. Et j'en suis contente. En plus, ouais, c'était fluide pour toi, du coup, le processus pour le coup, de création. Oui. L'enfer a été tellement fluide. D'ailleurs, l'expérience l'enfer et l'expérience imparfait est totalement différente, en fait, l'une à l'autre. Et sur l'enfer, comme c'était gros tout de suite, c'est-à-dire que tu avais une quarantaine de danseurs avec toi, plus maquilleurs, etc. Est-ce que, bien sûr, toute la production, est-ce que tu as fédéré assez facilement toutes ces personnes autour de toi? C'était que des personnes que tu connaissais bien déjà, pas forcément, tu as auditionné, comment c'est passé? C'est des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ma vie et pour qui j'ai eu un coup de cœur artistique. Donc, je suis quelqu'un de hyper timide et introverti dans la vie, donc je vais pas forcément aller parler aux gens. Il y avait quand même mes amis très proches sur ton âge, ma meilleure amie et d'autres. Mais non, la plupart des gens, je ne les connaissais pas vraiment personnellement. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et je me suis vraiment donné une chance en disant, bah, allez, je tente le tout pour le tout et je leur envoie un message pour voir s'ils sont d'accord. Et à ma plus grande surprise, beaucoup ont répondu oui. D'ailleurs, au début, l'enfer, j'avais pensé qu'il y aurait 10-12 personnes maximum. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envoyé un message à vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde m'avait presque dit oui. En fait, tous les gens qui étaient disponibles m'avaient dit ok, vas-y, je suis partant. Et de là, tu as dû repenser ton scénario, entre guillemets, avec tout ce monde-là que tu n'imaginais pas. Ouais, totalement. Du coup, j'ai pu faire des parties différentes, avec plus de styles différents, parce que du coup, j'avais des profils plus pluridisciplinaires. Ouais. Donc, c'était... Ça t'a amené de l'impro aussi, j'imagine, de te questionner et te repositionner Carrément. au fur et à mesure. Trop bien. Je dirais les suites de l'enfer, quelles sont les suites que tu as observées pour toi, c'est-à-dire les retombées, les impacts sur toi, même intérieurement, sur ta confiance en toi, sur ton art, sur ta danse? Qu'est-ce que tu as constaté en fait comme bénéfice, qu'est-ce qui s'est manifesté après tout ça? Après tout ça, du coup la première partie, on va dire, c'est les retombées directement dès que j'ai posté la vidéo. C'est que j'ai vu que ça prenait en fait. J'ai vu les gens réagir, j'ai vu que j'avais énormément de messages de soutien et je m'y attendais tellement pas parce que comme je te l'ai dit, il n'y avait pas de but en soi et je m'étais dit, d'ailleurs c'est plutôt marrant parce que ma mère m'avait dit allez, si tu fais 5000 vues, je t'offre ton premier tatouage. Et il est là. Donc, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues, autant de personnes qui réagissent. Et en plus, souvent des personnes qui, pour moi, comptaient beaucoup, dans le sens que c'était des gens que j'admirais et qui me disaient que mon travail était bien. Donc, c'était hyper gratifiant. Donc ça a été la première partie. Après, la deuxième partie, ça a été « Est-ce que je mérite ?» Et ça a été du coup le questionnement qui m'a mené jusqu'à Imparfait. Dans le sens que les gens commençaient à me reconnaître dans le monde de la danse, je mets des grands guillemets, mais comme la fille qui avait fait l'enfer. Et du coup, j'avais l'impression de ne plus avoir le droit d'être en train d'apprendre. Je me sentais plus légitime. Il fallait que je montre que j'étais pas n'importe qui et que je pouvais... Ça te mettait la pression. Exactement. Que même jusque dans les cours de danse, je ressentais une pression. Le regard des gens qui me regardaient en mode c'est elle, est-ce qu'elle méritait vraiment qu'il y ait autant de gens qui la suivent? Et du coup, il y a pas mal de questionnements, en plus en tant que danseuse que chorégraphe, en fait, qui se sont installés en moi et qui sont toujours là d'ailleurs aujourd'hui. C'était croyance, ça, en même temps. Personne n'est venu te dire ça, non, en vérité. Personne, mais c'est vraiment moi, en fait, qui me le suis posé. Donc, du coup, en fin d'année, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrite à une formation de danse pour en apprendre encore plus et pour me sentir plus légitime en tant que danseuse. Donc là, tu as rebouclé avec ton parcours académique, de formation. C'est ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais, et du coup, c'est là d'où est venue l'idée d'Imparfait. C'est, en fait, pourquoi j'essaie toujours d'être autant parfaite, en fait. Est-ce que je pourrais pas me laisser souffler un peu? Est-ce que je pourrais pas être juste un peu fière de ce que j'ai fait? Ou est-ce que je vais vraiment me préoccuper de ce que les gens vont penser de moi? Du regard. C'est dans la danse, en tout cas, tu ressens, toi, beaucoup, indépendamment de ton projet, cette pression d'une forme d'excellence, qu'elle soit physique, corporelle. Bien sûr.
mais je ne sais pas également, voilà, dans l'expression, ouais, Bien tu sûr. l'observes Ah, vraiment. bien sûr. Ça dépend. En fait, le milieu de la danse est extrêmement vaste. Donc, ça dépend. Il y a le monde de la créa où ils sont totalement déconnectés de tout ça. Et c'est pour ça que je tire aujourd'hui plus à aller vers le monde de la créa. C'est parce que justement, il y a cette espèce de déconnexion par rapport au corps, à l'apparence qui me séduit. Plus de liberté. Exactement. Ouais. Mais dans le monde du commercial, oui. Bah, d'ailleurs, quand on parle d'audition, c'est habille-toi bien, maquille-toi, sois présentable, mets-toi à ton... C'est vraiment genre tout dans l'apparence et c'est ce côté-là que je... Ouais. Tu as des codes, en tout cas, associés à l'image physique. C'est ça. Après, pour chaque projet commercial, il y a toujours un profil recherché. Donc là, ça te met encore des barrières. Je trouve ça triste, en fait, de se dire que, par exemple, je sais pas, mon rêve, c'est de travailler pour un chorégraphe. Et ce chorégraphe, il prend que des filles d'1m70. Et en fait, ça me fait de la peine de voir qu'il y a des limites au niveau du physique qui se posent à moi, en fait. Donc, il y a ça dans le monde de la danse, mais il y a aussi le jugement aussi des capacités. Dans le sens que, entre nous, on se juge. Il y a l'histoire des passages à la fin dans le commercial, qui, en soi, est cool quand il est bien mis en place. Mais quand, dans des écoles, on te compare par rapport à d'autres en disant « Regardez, lui est meilleur que toi », ça fait mal, en fait. Il y a une notion de performance, tu trouves vraiment? Exactement, ouais. Même là-dessus, on peut se questionner sur, voilà, qu'est-ce que c'est être parfait en termes de performance technique? Enfin, quelque part, est-ce qu'il y a même une limite? C'est pour ça aussi que, du coup, en académique, oui. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'académique, c'est parce qu'il y avait quelque chose de précis, en fait. Il y avait vraiment des codes présentés et qui n'étaient pas que de l'ordre de est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas? Exactement. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers ça, parce qu'il y avait une certaine vérité. T'as une rigueur, finalement. Exactement, une rigueur. Mais par contre, pour le coup, dans le hip-hop, dans le monde urbain, ce qui est beau, c'est cette espèce de liberté qu'on a. Mais c'est aussi un peu dur parce que c'est très subjectif. Ouais. Tu sais pas pourquoi tu vas mal danser par rapport à l'autre, en fait. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins? C'est extrêmement vaste. Et... Ce qui fait que j'imagine, effectivement, comme tu dis, d'un chorégraphe à l'autre, d'un projet à l'autre, les gens choisis ou auditionnés vont pas être les mêmes. Et exactement. C'est très, j'imagine, le feeling aussi du chorégraphe. C'est ça. Puis le plus dur, c'est quand t'es pas pris de te dire pourquoi, en fait. Et souvent, t'as pas les réponses. Ouais. Et du coup, tu sais pas comment faire pour rebondir. Te positionner. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui me remet vachement en question. Quand je réussis pas quelque chose, je vais tout faire pour m'améliorer sur ce point-là. Et c'est vrai que les auditions, quand t'es pas pris et qu'on t'explique pas pourquoi, c'est dur. Ouais. Où j'ai eu même des réponses à des auditions qui parfois m'ont dit juste tu danses bien, t'es mignonne, mais justement, t'es mignonne, t'es jeune, donc on va pas te prendre parce que tu fais jeune. Ouais. Alors, il peut y avoir, je pense, des critères comme tu dis, assez précis. Et j'en suis totalement d'accord d'ailleurs. Mais c'est juste que parfois, quand on te donne juste cette raison-là, tu te dis comment je fais pour évoluer sur moi? Peut-être parfois il n'y a pas de raison véritablement, comme tu disais, vu que c'est un feeling, ce qui va plaire à l'instant T à un chorégraphe, à une personne. Limite d'ailleurs, peut-être 6 mois après, il n'aimera pas les mêmes danseurs. Exactement. Mais justement, c'est pour ça que ça montre aussi que du coup, il n'y a pas forcément de perfection. C'est vraiment très subjectif et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ce qui plaît ou ce qui match à un moment donné n'est peut-être pas la même chose qui match sur un autre temps. Ouais, complètement. Donc, mais je comprends que ça puisse être assez au quotidien, c'est une pression en fait. C'est une pression. Ou alors, inversement, tu peux complètement t'en alléger en disant... Vu qu'il y a, dans ce domaine, en tout cas plus commercial, il n'y a pas de code véritablement, c'est subjectif, c'est en fonction de l'instant et du feeling, à la limite, ça veut dire que tout est possible et que si ce n'est pas mon moment là, il peut l'être plus tard. C'est exactement vers ça du coup que je tire justement. Et c'est pour ça que Imparfait s'y prête si bien. C'est parce que justement, c'est une quête de rédemption par rapport à ça. En fait, il y a des facteurs extérieurs à moi, je ne peux pas les gérer. Je peux que les accepter, mais je peux... par contre, faire de mon mieux et être moi-même. Ouais. Alors, Imparfait, justement, on y arrive. Ton nouveau projet qui va sortir très bientôt. Ouais, le 1er mai. Voilà. Donc, à l'heure où on se parle, là, en ce moment, il est encore dans tes tuyaux. Oui. Alors, explique-nous un petit peu la genèse de ce projet-là. Comment il est arrivé à toi? Déjà, est-ce que tu avais prévu d'en refaire un cette année particulièrement? Et puis, pourquoi celui-ci et cette thématique-là? Comment ça t'est venu? Du coup, ce projet, non, je n'avais pas du tout pensé à en refaire un. Après l'en faire, je m'étais dit, je me prends une grande pause. Et je ne pensais pas d'ailleurs refaire un clip tout de suite.
parce que j'ai pas envie de me mettre de pression créative dans le sens soit l'inspiration vient, soit elle vient pas parce que j'ai pas envie de prendre... Oui, pas envie de forcer en fait. Exactement, ça sert à rien de bâcler les choses et de me forcer à créer si j'en ai pas envie. Mais du coup, cette quête de perfection, je l'ai ressentie du coup dans mon apprentissage et danse académique, beaucoup. Mais aussi du coup dans les auditions que j'ai faites, dans la vie en général, quand j'ouvre les réseaux sociaux, tu vois ça. De petites filles aussi que je photographie qui m'ont dit « Moi, je me trouve pas jolie ». Enfin, des choses... et puis aussi des éléments qui m'ont guidée toute ma vie, dans le sens que je suis une 2003, donc une fille des années 2000. Donc j'ai grandi avec les Barbie, Hannah Montana, les Totally Spies, les Winx, qui étaient toutes, on va dire, des canons de beauté ou même de façon de se comporter. Qui te montrait vraiment comment être la fille parfaite, donc c'est-à-dire discrète, mais drôle quand même, souriante mais pas trop quand même, qui porte de jolis vêtements mais pas trop quand même, vraiment toujours avec quelque chose de hyper mesuré et quelque chose du coup qui te montrait en fait à quoi tu devais ressembler. Et là-dedans, il y a une quête d'identité qui se fait en fait au fur et à mesure de ta vie, parce que tu comprends plus trop qui tu es et tu sais pas si t'es quelqu'un... À quoi tu corresponds. Exactement, c'est ça. Après, il y a aussi le côté orientation, c'est-à-dire, du coup, moi, je veux faire danseuse quand j'étais petite, et c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Et j'ai eu beaucoup de réponses comme « Mais c'est pas un métier, danseuse, tu te rends compte que tu vas pas y arriver, tu te rends compte que les artistes, ça va pas gagner ta vie, enfin, tu te foires, Émilie. » Tu l'entendais d'où, ça, le plus ? De quel type de personne ? Honnêtement, de beaucoup de gens. Après, moi, je viens d'une campagne. Donc, la campagne, c'est un peu fermé d'esprit sur certains points. Mais je l'ai entendu... C'était pas qu'à l'école ou... Non, c'était vraiment de partout. Des amis de mes parents, genre des amis à moi aussi, des gens au collège qui comprenaient pas, par exemple, pourquoi je me mettais autant à fond dans la danse. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit que je me foirais, mais je les ai pas écoutés et voilà. T'as bien fait. C'est vrai que ça reste toujours leur projection à eux. C'est ça. Et tu dis, voilà, peut-être c'est la campagne, mais en fait, pas forcément. Parce que moi, j'entends ça dans plein d'autres univers. Exactement. En tout cas, c'est dans le milieu que j'ai grandi, c'était comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour plein d'autres métiers aussi, du moment, en tout cas artistique, c'est ceux qui sont les plus défendus. Mais tu sais, même après, dans des métiers pas artistiques, moi qui coach en école plus dite de commerce ou de communication, ou tu vois, qui t'emmènent vers d'autres types de métiers, au sein même de ça, j'ai plein d'étudiants qui me disent « Ouais, on me dit que telle branche c'est bouché ou que j'arriverai jamais à ça ou que pour rentrer dans telle entreprise, il faut être comme ci, comme ça. » C'est ça. Tu vois, en fait, en vérité, on l'observe dans tous les domaines, tous les secteurs. C'est ça que je déplore, c'est qu'on pose des limites en fait à ce que tu veux être et je trouve ça très dommage. Mais je pense souvent que les gens qui posent des limites aussi, peut-être, sont les mêmes qui n'oseraient pas franchir certains pas. Exactement, c'est des frustrés un petit peu. Ouais, ou en tout cas te projettent sur toi leurs propres craintes, peurs, limites. C'est vrai que c'est pas les tiennes, c'est les leurs, mais c'est pas évident de le comprendre en fait. Ah mais bien sûr. De mettre cette distance et d'avoir ce recul, surtout quand on est très jeune. Déjà, on a du mal à comprendre, même quand on est beaucoup plus âgé. Mais j'imagine que ça devait pas être évident. Et en même temps, tu avais toujours cette foi à l'intérieur qui faisait que tu doutais pas de ton orientation justement vers la danse. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je me sentais libre en fait quand je dansais. Et je me disais, d'ailleurs depuis que je suis petite, je me suis toujours dit, quitte à vivre, autant le faire à fond. Et pourquoi je me mettrais des limites à, je sais pas, à devenir ingénieur ou à faire ce que j'aime pas, alors que j'ai qu'une seule vie et que je pourrais très bien la kiffer en fait. Tes parents te soutenaient ? Ouais. Mon papa, il a mis un peu plus de temps que ma maman parce que du coup, il comprenait pas forcément, mais il a jamais été en mode non, tu fais pas, mais plutôt dubitatif au tout début. C'est ça, plus sceptique au début, alors que ma maman, elle a tout de suite été vraiment derrière parce que elle était aussi danseuse quand elle était petite, c'est elle qui m'a mis à la danse, donc elle a vu directement que c'était pour moi en fait. Ouais, puis elle a peut-être vu à quel point non seulement tu t'y épanouissais, c'est ça. Et en plus que tu performais aussi dans ce domaine. Donc mon papa, il a été plus compliqué à convaincre, mais une fois qu'il a été convaincu, il a été à fond, et il m'a suivi dans tout ce que j'ai fait aussi, même s'il ne comprenait pas forcément ce milieu, il regardait chacune de mes vidéos, et ça c'est hyper gratifiant d'avoir un entourage derrière toi. Quand c'est tes parents, encore plus. Ton socle de base. Mais je pense d'ailleurs que si j'ai réussi à me développer aussi bien et à du coup me permettre de faire des tests comme l'enfer, comme imparfait,
c'est parce que j'ai aussi mes parents qui étaient derrière moi depuis que je suis petite, en fait. C'est une structure hyper soutenante. C'est vrai que dès que tu as ça qui te porte, je pense que ça te donne les ailes pour tout faire. Exactement, c'est ça. Du coup, au fur et à mesure, malgré ton jeune âge où tu entendais toutes ces croyances un peu limitantes, quoi, ça t'a pas découragé, t'as fait ton petit bonhomme de chemin, comme on dit. Pour Imparfait, du coup, c'est au fur et à mesure d'entendre justement toutes ces limitations, quelque part autant physiques que même, de ce qu'on peut se permettre de faire ou non dans la vie. Ça a commencé à t'agacer un peu? Je sais même pas comment expliquer ça, pas forcément agacer, mais c'était plutôt un questionnement dans le sens pourquoi en fait. Pourquoi, par exemple, on me dit qu'il faut pas que je mette des coudes sur la table. Je sais pas, ça peut paraître bête, mais j'ai toujours été une enfant hyper curieuse et je comprenais pas pourquoi être belle c'est être grande, pourquoi être belle c'est être, je sais pas, blonde, pourquoi, enfin je comprenais pas en fait. Il y a tellement d'injonctions. C'est ça, qui l'avait dicté, qui avait expliqué ça et qui avait décidé en fait qu'on devait être ainsi. Bah je sais pas en fait. Et pourtant, on le voit partout. On le voit partout, mais en effet, personne n'a décidé. C'est ça. Donc tu reprends ton pouvoir. Exactement. Et tu te dis, bah non, on peut être libre d'être qui on veut. Donc ce qui t'amène au projet, c'est quoi? C'est cette idée de communiquer autour de ce thème. De dire, on peut être soi-même, on peut être qui on a envie d'être. Il n'y a pas de limite dans la vie, il n'y a pas de limite En fait, à côté, j'écris un peu. J'aime bien écrire beaucoup de choses sur moi. En fait, j'ai un genre de journal intime. Et j'avais vraiment fait un grand texte sur qui je suis, pourquoi je suis, qu'est-ce que je veux être et pourquoi on m'empêche de l'être en fait. Et du coup, c'est de là vraiment que ça s'est découlé. Et d'une discussion avec ma maman où on parlait et tout de cette histoire et tout. Et là, je fais, mais en fait, imagine la société, elle voudrait peut-être qu'on soit dans une usine et qu'on soit des genres de robots qui sont triés entre parfaits et personnes imparfaites. Et où ces personnes elles devraient tirer en fait à devenir parfaites. Et du coup là est venu Imparfait. C'est ça, juste une discussion très bête et d'une réflexion un peu rigolote que j'avais fait à ma maman en fait. Et de là, on s'est regardé, on s'est dit mais attends, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec ça. Puis après j'en ai parlé avec ma meilleure amie Fatma qui du coup comme l'enfer, c'était elle qui m'avait dit mais t'en fous, vas-y, lance-toi. Et elle m'a dit exactement la même chose. Et du coup, ces petites personnes déclencheurs qui sont autour de moi qui me poussent en fait à chaque fois à faire ces projets. Donc là, c'est pas parti du son et des images dans la tête, c'est parti d'une vraie réflexion sur un sujet de société. C'est pour ça que Imparfait est extrêmement différent de l'enfer aussi. Donc il y avait cet univers-là qui m'était venu en tête. Et après, un jour avec ma maman, pareil, on était dans la voiture et on entend défiler de Stromae. Et là, je fais waouh, les sonorités, la façon dont c'est tourné, on dirait vraiment une usine. Et du coup, de ce moment-là, je dis écoute, je vais faire sur ça. Et c'est là que les images sont arrivées et que tout s'est dessiné. Avec le texte, avec. C'est ça. Tout s'est mis en place. Est-ce que là, du coup, le projet était différent aussi dans le sens où tu avais une intention plus précise avec cette fois-ci? Est-ce que tu avais un but plus particulier avec ce projet-là? En fait, pour le coup, l'enfer était fait pour moi, Imparfait est fait pour les autres. Parce que pour moi, c'est un discours qui est reconnaissable par chacun, en fait. Chacun peut s'identifier à cette histoire parce que je pense, et j'en suis certaine, que chacun s'est senti un jour bafoué ou s'est senti limité dans sa façon d'être ou sa façon de se comporter. Donc c'est un peu plus pour les autres en fait, et c'est là que ça devient plus complexe et différent que pour l'enfer. C'est parce que faut pas non plus que je pense que à ma vision des choses, mais à la vision de toute autre personne en fait. C'est plus quoi dans l'idée d'adresser un message rassurant? C'est ça. Soutenant. De dire c'est ok, mais surtout aussi de dénoncer. Justement en fait, je voulais pousser le délire vraiment de cette société qui t'impose quelque chose, mais au point carrément que ça devienne un régime totalitaire, étouffant, et qu'on devienne en fait des robots triés. Déjà, trier entre parfait et imparfait, c'est quelque chose d'horrible. Rien que cet acte-là, il est ignoble quand tu le fais, mais en fait, quand tu réfléchis, au final, c'est ce que fait la société tout le temps.
C'est juste qu'ils ne le montrent pas et qu'on n'a pas des étiquettes aussi poussées, mais au final, c'est ça. Je vais rebondir sur ce que tu dis avec un objet qu'on n'utilise plus. Un dictionnaire incroyable. Je te laisse nous lire à la petite page qui est mentionnée là, la définition du mot parfait. Alors, il est où? Qui a toutes les qualités et qui est sans défaut. Impeccable, irréprochable. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? En fait, est-ce qu'elle veut dire vraiment quelque chose, cette non, définition? moi je trouve pas, parce que c'est quoi des défauts? Exactement. Et c'est quoi des qualités? Et surtout qu'il les a toutes, hein, c'est ça? Qui a toutes les qualités, qui est sans défaut. Donc là, déjà, je trouve que rien qu'en lisant cette phrase, on perçoit le ridicule du truc. Exactement. Parce qu'en réalité, c'est juste... C'est complètement impossible. C'est ça. C'est complètement ça n'existe impossible. pas. Je te reprends ce Qu'est-ce qui est sans défaut? objet. N'importe. Même ce dictionnaire a un défaut, j'en suis certaine. Tout a un défaut. Soit ça, soit quelque part, on pourrait se dire aussi, il n'y a même pas cette notion de défaut où tu sais même, moi qui prépare beaucoup d'étudiants à passer des entretiens pour des stages, des jobs et autres, où tu sais, on prépare toujours à cette question éventuelle, vos 3 principales qualités et vos 3 défauts ou points d'amélioration. Et c'est toujours assez surprenant, tu vois, de se questionner en ce sens parce que on pourrait aussi se dire, mais non, mais il n'y a pas de défaut, au même titre que peut-être il n'y a pas de qualité, c'est simplement on est ce qu'on est. Qui a décidé de ce qui était mauvais ou bon dans une personnalité, en fait, au final? Ouais, et puis en vérité, quel est le contexte? Parce que tu peux être plus fort ou avoir plus de qualité dans telle situation de vie, avoir plus de points faibles dans une autre. Exactement. C'est un contexte aussi qui fait que, tu vois, on se déploie plus ou moins. Et on pourrait aussi se dire que de toute façon, à partir du moment où on arrive là et qu'on est un être humain comme tous les autres, on est par nature parfait, en fait. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire la nature avec un grand N, la vie avec un grand V, c'est la perfection absolue, peut-être ça, juste ce truc dingue qui est ce qui nous entoure. Donc, peut-être que par définition, on est ces êtres... un peu magiques et parfaits qui sont ici, quoi. Donc, pourquoi en effet catégoriser? Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que, mais comme tu dis, l'éducation, la société, nos schémas de vie nous poussent peut-être à nous séparer les uns des autres. Quand on est enfant, on pense pas à tout ça. C'est ça, et ça veut dire beaucoup, en fait. C'est que quand t'es enfant, tu t'en fiches, en fait, à quoi tu ressembles. Tu fais juste, en fait, t'es là, tu joues, t'es content, tu rigoles quand tu le veux, tu pleures quand tu veux, et t'as pas besoin de te justifier sur ton comportement, en fait. Ouais. Alors que directement, dès que tu passes le cap des 4-5 ans, t'as ce truc de « il faut que je justifie chacun de mes actes, il faut que tout soit justifié, il faut que je ressemble à ce qu'il faut que je ressemble ». Et c'est là, en fait, qu'on se pose des limites. Telle voie, tel chemin. Exactement. Avoir tel comportement. Ça, c'est dans le côté comportement. Puis comme tu dis, tu parlais du physique. Assez exacerbé dans l'univers de la danse. Alors, j'ose pas imaginer dans celui peut-être de la mode ou de la beauté au sens secteur d'activité, on va dire. Ce côté physique ramène à la notion de l'image et peut-être aussi à cette surenchère de la production d'images et de vidéos sur les réseaux notamment. Ouais. Est-ce que tu dirais, toi qui a toujours connu plus ou moins ce système-là, que ça vient aussi abîmer un petit peu et rendre plus difficile encore le regard qu'on peut avoir sur soi-même, parce qu'il est sans cesse noyé dans tant d'autres. Bien sûr. Quand, quand on te dit qu'il y a un poids idéal ou une taille idéale, ou en soi, quand tu ouvres les réseaux, même les Reels, pour être plus... voilà. Et que tu vois, waouh, regardez, avec ce régime miracle, je fais enfin le poids idéal, et là, elle te donne son poids idéal, et là, tu es là, en quoi c'est le poids idéal? Enfin, qu'est-ce que t'en sais? Il y a tout un facteur, il y a l'IMC, il y a plein de choses, genre... Enfin, c'est ça qui c'est très individuel. Exactement, c'est ça, c'est que chaque personne est différente, et le souci, c'est que souvent, on veut ressembler à une autre personne que soi, sauf qu'on peut pas, parce que c'est une autre personne, justement. C'est vrai que les réseaux nous affichent beaucoup d'exemples ou de modèles différents, et ça, que ça donne l'idée qu'on doit y ressembler. Je pense que les réseaux seraient sains, mais ils ne le sont pas, parce que justement l'humain a quelque chose de se comparer, en fait, c'est dans sa nature. Il va se dire waouh, je trouve cette personne jolie, et il y a quelque chose de l'ordre de, pas de la jalousie, mais
il devient un peu envieux en fait de ça et il se dit je vais tout faire pour ressembler aussi à ça, sauf que peut-être qu'il il ne ne peut s'aime pas pas assez forcément. lui-même. Exactement. Ouais. Et je trouve ça très bête parce que si ça se trouve, une autre personne derrière son écran, elle va regarder sa photo à lui, elle va se dire mais lui il est trop beau en fait, j'ai envie de lui ressembler. Et en fait c'est ça le souci, c'est qu'on est un peu pris dans un engrenage où chacun se compare à chacun et au final on s'en sort pas. Tu sais plus où tu en es. Du coup, dans ton projet imparfait, comment tu as cette fois-ci rassemblé ton équipe? Comment tu as regroupé les danseurs et tous les gens qui ont travaillé avec toi? Est-ce que c'était les mêmes que la dernière fois? Alors du coup, il y a pas mal de personnes qui ont changé depuis la dernière fois. En soi, j'ai rappelé tous les gens de l'enfer parce que j'avais adoré cette équipe et que j'étais bien. J'étais bien en fait. C'était un entourage sain. Et du coup, la confiance mutuelle aussi. Exactement. Certaines personnes n'étaient pas disponibles. Donc du coup, j'en ai appelé de nouvelles. Pareil, des autres coups de cœur artistiques qui m'ont aussi rejoint du coup pendant l'année, surtout dans les profils académiques en fait, vu que j'ai côtoyé ce monde. J'ai rencontré plein de gens et je les ai appelés eux aussi. Donc des profils encore différents. Mais en soi, ça s'est fait exactement comme l'enfer. J'ai le message si tu veux. Mais vraiment, juste un message très simple où je présente ce que je veux faire, mes ambitions et je dis simplement est-ce que tu es partant ou pas. Tu as une adhésion assez facile en fait. C'est ça. Au niveau, cette fois-ci, des partenaires qui t'ont entouré, est-ce que tu as cette fois un petit peu plus de soutien notamment au niveau du lieu? Du coup, ouais, carrément. Raconte-nous ça. Du coup, le lieu, la SEPR de Lyon. À la base, je voulais tourner ça dans le lycée à côté de chez moi. Alors là, je vais paraître un peu horrible, mais du coup... C'était ton lycée? C'était pas mon lycée, mais le lycée où je devais aller et où mon frère ira, donc je ne citerai pas le lycée parce que voilà. Mais il était très très beau, exactement comme je le voulais. Et quand j'ai imaginé le projet, j'avais vraiment les décors de ce lycée-là qui m'étaient venus en tête. Et j'arrive là-bas pour présenter mon dossier et je me suis fait recevoir comme n'importe quoi. Genre vraiment, on m'a dit mais on n'a pas le temps pour l'art, nous, on a autre chose à faire. Et du coup, je me suis dit effectivement, ça vient bien de chez moi. Après, j'ai quand même demandé au collège de vers chez moi aussi, qui eux étaient d'accord, mais les lieux te plaisaient. Les lieux me plaisaient moins. On n'a pas de temps pour l'art, c'est pas mal cette phrase. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ouais. Et du coup, après, j'ai juste... Julie, l'une de mes danseuses, était étudiante du coup à la SEPR. Et j'en parle à mes danseurs comme quoi je suis en galère de lieu. Et elle m'envoie un petit message en me disant écoute, moi j'étais à la SEPR de Lyon, c'était un super bel endroit, essaye de voir avec eux. Je vois le lieu, le truc, je me dis impossible qu'ils me prennent au sérieux. Du coup, je leur envoie mon dossier, je leur envoie et je me dis, on verra bien s'ils me répondent. Une femme me répond dans les 1 heure qui viennent, très bien, on veut vous voir pour un entretien. Et à partir de là, ça a décollé. Et ils t'ont mis à disposition, tous les lieux. Et ça, c'est une chance énorme. Qu'ils sont magnifiques. Après, pour avoir vu ton dossier, tu l'as aussi construit avec beaucoup de rigueur, de sérieux, il est très argumenté. Voilà, je pense que ça rassure beaucoup, ça donne confiance. Bien sûr, du moment où... Tu as fait ça bien, j'essaye. C'était convaincant, beaucoup. C'est ça. C'est pas les premiers projets, je les pense pas comme ça. Je vais vraiment, quand un projet me vient en tête, je vais bien travailler pendant 1 mois dessus, en fait. Moi, de mon côté, je vais faire d'abord le déroulé entier du projet, puis je vais faire une présentation, du coup, pour les danseurs, les figurants, les partenaires, les lycées. C'est très professionnel. C'est une expérience. C'est génial. Mais c'est peut-être évident et naturel pour toi, mais c'est vrai que la manière dont tu l'abordes, elle est déjà très pro. Et en effet, je pense que quand c'est le cas, les gens adhèrent davantage parce qu'ils ressentent ça et voient bien que tu n'es pas dans quelque chose un petit peu ludique et léger, mais au contraire très profond. Après, ce qui m'a aidée aussi, c'est quand même que l'enfer soit déjà sorti pour pouvoir... Exactement. Qu'ils aient vu l'un de mes projets, déjà, ça donne confiance, en fait. Donc ça, génial. Sur ce lieu magnifique qu'on verra bientôt dans ton film.
Ensuite, il y a eu déploiement d'autres choses. Petit à petit, ce projet commence peut-être à intéresser des structures type des écoles. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bien sûr. Du coup, quand le projet sortira, l'idée, c'est de pouvoir l'envoyer à plein d'écoles différentes et ensuite d'aller faire des petits ateliers de sensibilisation créés avec toi. Ouais. Pour justement apporter un questionnement et essayer justement que, du coup, dans les périodes collège-lycée, que ce que j'ai vécu ne se reproduise pas forcément. Je suis bien consciente que ça n'arrangera pas forcément quelque chose sur le long terme, mais qu'il y ait un petit moment où des personnes se posent et se disent est-ce que ma façon d'être et ma façon de me comporter est normale? C'est... Ouais, puis je pense que le côté atelier, la rencontre que tu vas avoir avec eux, fait que tu accordes un lieu d'écoute en fait, lieu de partage et où chacun peut déposer aussi une parole et rien que ça, d'être entendu, de pouvoir partager, de s'exprimer. C'est hyper gratifiant. Ouais, ça peut déjà leur faire beaucoup de bien. Et comme tu dis, de donner la perspective de se questionner sur ce sujet, de partager des choses, des expériences. Tu as la chance aussi d'être à un âge qui est proche. Ouais. Et ça, c'est top. Donc, je les comprends au final. Ouais, et je pense que ça permet aussi cette confiance réciproque. Et en même temps, je trouve assez chouette que tu puisses leur donner cette image, peut-être pas d'un modèle, je sais que tu n'aimeras pas le mot, non. mais en tout cas d'inspiration, de se dire, comme tu disais au début, il n'y a pas d'âge. Tout est possible tout le temps c'est pareil. Et on peut faire ce qu'on a envie. Ça, on va dire que c'est le message global de mes projets. C'est peu importe qui t'es, peu importe ce que tu vaux, peu importe ce que tu penses valoir. Si tu as une idée, pousse-la à fond. Ouais. Essaye. C'est ça, exactement. Au pire, si tu te rates, c'est pas grave. Complètement. Qui le verra. Donc ça, sur cette partie plutôt, effectivement, école, atelier, tu as déjà un petit peu... des établissements intéressés ou c'est encore tout le début là? Et puis c'est encore tout le début. Du coup, je suis en train de... En fait, j'attends que le projet sorte pour pouvoir ensuite contacter les établissements pour qu'il y ait vraiment quelque chose de concret pour eux à présenter. Et après, j'ai déjà la SEPR de Lyon quand même avec qui je vais collaborer. Bien sûr. Ouais, super intéressé. Et puis génial, du coup, ils vont reconnaître les lieux. Exactement, c'est trop bien. C'est génial. Transformé. De se dire, regarde ma salle de classe, les danseurs qui sont en train. C'est incroyable. De quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour t'aider, t'appuyer encore plus dans ce projet-là, pour en tout cas maintenant qu'il est fait au niveau de la création, le porter davantage et peut-être plus loin sur ce côté beaucoup plus sensibilisation, déploiement de ton message à plus grande échelle. De quoi tu aurais besoin aujourd'hui? En soi, pour ce projet-là, j'ai juste besoin que les gens soient prêts à entendre un message en fait. Je m'attends pas forcément à quelque chose. Pareil que pour l'enfer, en fait, j'essaye pas de m'attendre à un nombre de vues. J'ai pas de statistiques prévues, j'ai pas de but précis en fait. Je veux juste que des gens voient le projet et se disent « Oh, ce message me touche et je l'entends ». Et au niveau peut-être d'autres endroits, c'est vrai qu'on est à Lyon ici. Ouais, l'idée ce serait d'ouvrir à plus grand que Lyon, du coup essayer que mon message soit plus répandu. Ouais. Mais encore une fois, j'essaye surtout aussi pour moi, c'est très égoïste, mais c'est pour moi aussi que je me préserve aussi pour ne pas être déçue en fait et me dire j'ai tout raté, si j'en suis fière. C'est que je l'aurais pas raté, peu importe le nombre de personnes qui réagiront ou le nombre de personnes qui le verront. Si moi et mes danseurs surtout sont fiers de ce qu'ils ont fait, du rendu. Exactement, pour moi ce sera le plus important. Ouais, c'est génial. Et ouais, comme tu dis, puis je pense que c'est ce partage que vous avez vécu tous ensemble qui est inoubliable déjà. Oui, carrément. Avec un message derrière qui est super fort. Après, est-ce que pour le coup tu te vois justement dépasser le cadre d'être danseuse, chorégraphe et photographe aussi, accessoirement quand même, mais en tout cas pour pousser plus vers j'ai une posture différente et je suis plutôt engagée dans des interventions dans des écoles, tu te verrais vraiment déployer ce volet? Bien sûr, carrément. Ça peut être ça qui est intéressant pour la suite. À la base, c'est vraiment... alors, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de hyper timide, donc à la base, mes projets vidéo, c'est vraiment quelque chose pour transmettre un message sans ma parole. Mais s'il faut que j'en vienne là pour que ce soit entendu, carrément. T'aurais envie.
carrément. Génial. L'idée, c'est vraiment juste de pousser au questionnement et de relever des problèmes et essayer de... C'est un peu ma manière à moi de rendre la vie un tout petit peu meilleure pour certaines personnes. Pour le temps de 3 minutes, c'est pas grand-chose, mais de juste se dire « Ah, j'ai compris » et peut-être que ça va faire un déclic chez eux et c'est ma manière un peu d'embellir les choses. C'est peut-être pas énorme, mais c'est mon impact. C'est ta contribution. Exactement. Au monde. C'est ça. Bravo pour ça. Merci Émilie. Avec plaisir. C'était un bonheur de t'écouter. Avec grand plaisir. Et puis à très vite. Oui. On a hâte de voir tout ça à la sortie, de t'accompagner dans ta progression, évolution. J'espère. Quelle qu'elle soit dans tous les domaines. En tout cas, bravo déjà. Ça fait tellement plaisir d'être témoin en fait de ton travail et puis de ton engagement vers tout ça. Donc bravo à toi et merci beaucoup.